Jusqu'à présent, vous avez en fait observé et pratiqué ce qu'on appelle l'inspection. Et vous allez passer en fait à l'examen clinique proprement dit. Alors ce qui est important, c'est d'y passer, j'irais, naturellement. Et finalement, il ne faut pas que le malade soit tordu sur le lit d'examen. Il ne faut pas que vous soyez limité par le temps. Allez, 2 minutes, il faut que ce soit réglé comme ça. Il faut que vous soyez systématique. Et puis au début, si vous êtes perdu parce que vous avez peur d'oublier des choses, faites-vous une petite liste. Il n'y a pas de honte. C'est clair qu'après, si vous allez voir un médecin et qu'il a toujours sa liste alors qu'il exerce, c'est un peu suspect. Hein ? Mais globalement, au début, il n'y a pas de honte. Prenez votre petite liste si vous avez un problème, si vous êtes dans la difficulté et la peur d'oublier quelque chose. Alors globalement, il y a des règles assez essentielles pour mettre le patient à l'aise. Par exemple, tirez les rideaux s'ils ne sont pas tirés, ou assurez-vous qu'il y a une vitre sans teint, c'est-à-dire que les gens qui passent dans la rue ne voient pas le patient en train de se faire examiner. Il faut toujours respecter la dignité du patient, c'est-à-dire quand vous avez fini, par exemple, d'examiner une partie du corps, la personne peut tout à fait, par exemple, remettre le haut, remettre le bas, etc. Et expliquer les choses. C'est-à-dire que, en fait, les gens, quand on leur parle, ça les rassure. Alors le problème, c'est quand on est en train d'apprendre quelque chose, on ne parle pas parce qu'on est inquiet, on est soi-même un peu préoccupé. Donc le malade voit qu'on le tripote dans tous les sens, qu'on lui met les mains sous le bras, qu'on lui demande de s'asseoir, de s'allonger, de plier les jambes, de tendre les jambes, et qu'on lui dit rien, ça l'inquiète. Ce qui le rend confiant, c'est quand vous dites je recherche des ganglions, ne vous en faites pas. Et quelquefois c'est des petits ganglions, mais c'est normal, c'est pas pathologique, etc. Et donc petit à petit, expliquez ce que vous allez faire. En général, on se met à droite du patient, à la droite du patient. Et c'est comme ça, par exemple, qu'avec votre main droite, moi je suis gaucher. Je me mets à droite du patient et j'utilise beaucoup ma main droite. Pourquoi ? Parce que par exemple, pour palper la rate, il faut être à droite du malade parce que la rate, elle est à gauche. Et c'est avec la main droite que vous allez aller la palper. Palper la rate, c'est vraiment difficile. Et si vous ne vous donnez pas les moyens de faire comme il faut faire, ça va être encore plus difficile et en gros, vous n'y arriverez pas. Donc, vous verrez, quelquefois, vous aurez des box de consultation où le lit n'est pas du bon côté. Décalez-le, ce n'est pas un problème. Mais mettez-vous dans des bonnes conditions d'examen parce que vous n'examinerez qu'une fois certains patients. Et si vous faites un mauvais examen, si vous ne détectez pas un gros foie ou des choses comme ça, c'est vraiment ennuyeux. Ajustez le lit, le brancard à la bonne hauteur. Ça ne sert à rien d'être plié en deux ou d'examiner comme ça. Mettez-vous dans de bonnes conditions. Et puis, assurez-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut. Ça la fout mal de ressortir chercher le tensiomètre, de ressortir chercher le marteau à réflexe, de ressortir chercher un abaisse-langue. À un moment, on arrive avec son matériel, quoi. Alors, moi, je commence par prendre la main du patient. Je prends la main et je palpe le pouls. Déjà, ça donne un renseignement. S'il est à 120, c'est pas normal. Et donc, ça vous aide. La main peut être moite, le pouls rapide. Là, vous voyez que c'est quelqu'un qui est vraiment très inquiet, ou alors c'est une hyperthyroïdie manifeste. Enfin bref, ça va vous aider. Et donc, le fait de toucher, vous verrez ça, surtout, je donne l'exemple des patients en réanimation, des malades dans le coma, il faut leur parler, même s'ils n'entendent pas tout, il faut les toucher. Faut les toucher, dire voilà, je prends votre pression artérielle, je vous fais ci, je vous fais ça, et vous verrez les malades, quand ils vont se réveiller, ils vont vous reconnaître. Donc c'est important, le toucher, ça fait partie de l'examen clinique. Et pendant que vous prenez le pouls, vous regardez les doigts, vous regardez la paume de la main, vous observez la main du patient et vous allez quelquefois là faire des diagnostics. Et puis, quand vous allez voir des tas de bobos sur les doigts, vous allez vérifier que, par exemple, la personne qui vous a dit qu'elle était, instituteur, par exemple, ne fait pas du « je démonte le moteur le week-end » parce que l'instituteur, il n'y a pas de raison qu'il ait des bobos partout sur les mains. Donc bref, ça va vous donner un certain nombre de renseignements complémentaires sur l'hygiène personnelle du patient, les tatouages éventuels qu'on aurait oublié de vous signaler. Et puis, quelquefois, sur les mains elles-mêmes, vous aurez des éléments diagnostiques, par exemple des petits nodules dans une polyarthrite rhumatoïde, par exemple des anomalies du pourtour de l'ongle,
des anomalies de l'ongle, etc. Donc en gros, ça commence par la main et ça commence par prendre le pouls radial, hein, ici. Donc là, par exemple, vous avez des mains qui ne sont pas strictement normales. En fait, elles seraient normales, mais elles sont violacées, hein. Et ça traduit un trouble de l'oxygénation périphérique, hein. C'est une cyanose. Et vous aborderez ça en grand détail, hein. Là, la photo n'est pas belle, je m'en excuse. C'est des doigts blancs. En fait, phénomène de Raynaud sont les doigts qui deviennent blancs et douloureux au froid. 10% de la population générale, 3 phases, doigts blancs, puis doigts violacés, cyanosés. C'est en fait les vaisseaux qui sont occlus, puis les vaisseaux se rouvrent. Alors à ce moment-là, afflux de sang et caractère donc violacé, et puis retour à la normale, 3e phase. Le syndrome de Raynaud, le phénomène de Raynaud, c'est à peu près 10% de la population générale dans un pays comme le nôtre. Ici, vous avez une absence de pigmentation. Absence de pigmentation, c'est-à-dire que vous avez des zones blanches et puis d'autres qui apparaissent bronzées. Ces zones blanches, ça s'appelle du vitiligo. Dans ces zones, il n'y a pas de mélanocytes. Donc, il n'y a pas de possibilité d'exprimer une pigmentation. Et cette différence entre la peau normale et la peau blanche va s'exprimer d'autant plus que la personne se mettrait au soleil, hein. Tout ça, c'est pour vous donner des petits exemples de choses que vous pouvez voir juste en regardant les mains des patients. Et puis, c'est logique, vous avez pris le pouls, vous allez vous intéresser d'abord, normalement, au système cardiovasculaire. Donc la fréquence, le rythme et l'amplitude du pouls, hein, qui va être suivi en fait naturellement par la prise de la pression artérielle. Alors, je vous en ai parlé de la prise de la pression artérielle. C'est très important que vous appreniez à la prendre avec un brassard manuel, avec tout manuel, que vous soyez dans les situations où les choses dépendent de vous. Parce que le jour où une aide-soignante ou une infirmière va utiliser une machine qui soit était déréglée, soit avait un brassard qui n'était pas complètement dégonflé préalablement à la prise de la tension, soit éventuellement chez quelqu'un qui avait un gros pull, etc., eh bien, il y a des facteurs surajoutés qui vont modifier la pression artérielle de votre patient. Et si vous ne savez pas le faire, vous n'allez pas pouvoir contrôler cette pression artérielle. Et donc, vous allez partir sur un renseignement faux. Il faudra apprendre à palper le choc de pointe. C'est à l'endroit où est la pointe du cœur et où on sent en fait les palpitations du cœur. Et puis, vous allez apprendre les foyers auscultatoires. Vous allez avoir un cours là-dessus avec éventuellement des bruits et des souffles surajoutés. Vous allez apprendre les signes d'insuffisance cardiaque, vous verrez, droite, gauche. Mais surtout, cardiovasculaire, ça ne s'arrête pas là. C'est aussi cardiovasculaire, les vaisseaux. Et c'est très important de ne pas oublier de palper tous les pouls périphériques. On va voir un tout petit peu ce que c'est, mais je ne reverrai pas les choses en détail avec vous. Ce sera l'objet de cours. Mais palper les pouls périphériques, c'est absolument essentiel. Et ça fait partie de l'examen de dépistage, en particulier chez quelqu'un qui a beaucoup fumé. Il peut arriver qu'il ait une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, liée en fait à de l'athérome, qu'il ne s'en plaigne pas, mais que tout d'un coup, vous n'ayez plus les pouls distaux. Et c'est en interrogeant le patient que vous allez faire le diagnostic. L'aspect des veines, avec éventuellement des varices, et puis éventuellement des complications périphériques, comme par exemple des thromboses veineuses, des phlébites. Et puis n'oubliez jamais que, et on a tendance à l'oublier et à ne pas le faire, mais que le fond d'œil fait partie de l'examen clinique. Le fond d'œil, la bandelette urinaire aussi fait partie de l'examen clinique. Donc c'est très important de ne pas oublier dans les questions qu'on vous posera aux examens, le fond d'œil, c'est dedans. Et donc, par exemple, s'il y a une hypertension artérielle, le fond d'œil donne des stades et peut permettre d'évaluer le retentissement. Alors, la pression artérielle, elle se prend couché ou assis avec un brassard. Donc, vous allez apprendre comment il faut faire et on vous fera faire vous-même des prises de pression artérielle. Je vais juste insister sur un point, c'est que trop peu souvent, on se pose la question d'une baisse de la pression artérielle en position debout, ce qu'on appelle une hypotension orthostatique.
hein. C'est-à-dire le malade, il vient parce qu'il fait des malaises. Vous lui prenez la tension artérielle couchée, tout va bien. 13,7 par exemple. Et puis en fait, si vous lui prenez debout à 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, éventuellement 10 minutes après s'être levé, alors vous voyez, la consultation elle dure longtemps, mais c'est un renseignement qui va être important. Et tout d'un coup, vous apercevez que le malade, il a 8,4. Hein. Alors là, il a une sacrée hypotension orthostatique. Et là, ça explique les malaises. Donc après, c'est un bilan de la cause de l'hypotension orthostatique. Et on prend toujours le pouls, la tension en même temps. Et donc, c'est très important. Donc, apprenez dans vos stages à prendre la pression artérielle couchée. Et puis, s'il y a un contexte évocateur, eh bien, debout également. Alors là, vous avez des varices qui dominent au niveau du membre inférieur droit. Et là, par exemple, si quelqu'un vient pour des varices ou des anomalies, des édèmes ou des anomalies des membres inférieurs, à un moment, l'examen en position debout est important parce que la gravité, la hauteur de la colonne d'eau va faire que ces varices vont être plus distendues en position debout. Là, j'ai pris une photo comme ça que j'ai trouvée un peu vite. J'ai pas eu le temps de vous en sortir d'autres, mais globalement, c'est un gros membre inférieur gauche qui est un peu trop rouge pour, je dirais, entre guillemets, être vrai, c'est-à-dire que c'est très démonstratif, un peu trop, et c'est une thrombose veineuse profonde, mais quelquefois, l'aspect peut être beaucoup moins typique, et vous apprendrez que les signes cliniques de phlébite eh bien, sont des signes peu sensibles et peu spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir une thrombose veineuse évoluée et très peu de signes cliniques. Et à l'inverse, on peut penser que le malade a une thrombose veineuse et se trouver avec des examens complémentaires normaux et une absence de thrombose. Les poux périphériques, je vous en ai parlé. Par exemple, ça va vous faire peur, mais d'un autre côté, le but, c'est que ça ne vous arrive pas. Il y a les poux périphériques. Hein. Donc vous avez là la recherche du pouls poplité, hein, dans le carré inférieur gauche, avec les doigts en crochet derrière le genou, au niveau en fait de l'artère poplitée, hein, du creux poplité. Et puis vous avez sur la partie supérieure gauche, vous avez l'examinateur qui recherche le pouls tibial postérieur, hein, qui est en fait derrière la malléole interne. Ben, il y a eu une enquête en D4 dans une faculté dont je ne citerai pas le nom, où jusqu'à 25% des étudiants se trompaient de malléole. Parce que derrière la malléole externe, il n'y a pas beaucoup d'artères tibiales. Hein. Donc vous imaginez quelqu'un qui arrive en 6e année et qui ne sait pas où se trouve l'artère donc tibiale postérieure et donc qui ne sait pas palper le pouls tibial postérieur, c'est un problème. Et pourtant, c'est des choses qu'on voit. Donc ces poux périphériques, apprenez bien leur localisation, vous aurez un cours dédié, le pouls pédieux, qui dans 10% des cas dans la population générale des gens qui ne sont pas malades peut être absent, etc. C'est très très important. Et vous aurez dans chaque observation que vous ferez le petit bonhomme avec des plus, vous verrez, vous apprendrez à mettre en fait que tel pouls est présent. Hein. Donc vous aurez près de la main, vous aurez un plus pour le radial, un pouce éventuellement pour le cubital, etc. Et c'est important de rechercher ces poux périphériques parce que si vous ne le faites pas systématiquement, eh bien vous ne trouverez pas d'anomalie alors qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Alors si l'examen cardiovasculaire se termine par la recherche d'édème des membres inférieurs, au-delà de l'interrogatoire, c'est en pressant le membre inférieur au niveau des chevilles qu'on recherche avec le pouce, bien sûr toujours en regardant la tête du malade, parce que quelquefois certains édèmes sont très douloureux. Donc si le malade grimace, n'attendez pas qu'il saute au plafond pour presser moins fort, mais donc on va rechercher le signe du godet, éventuellement le fait qu'il y ait une dépression après que le pouce se soit enfoncé dans l'œdème. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas que le cœur, il y a aussi les vaisseaux. On arrive à l'appareil respiratoire. Et l'appareil respiratoire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir, c'est que ça ne se limite pas, là encore, aux poumons. Donc vous allez d'abord regarder le visage et les mains, comme toujours. Et là, vous allez avoir éventuellement une impression de mauvaise oxygénation périphérique. Et ça, avec une cyanose des lèvres, éventuellement une cyanose des doigts, hein,
Et vous allez rechercher au niveau des doigts un signe très particulier que vous apprendrez, qui est une déformation de l'extrémité des doigts, qui s'appelle l'hypocratisme digital, et qui se voit quasiment exclusivement dans des affections respiratoires, et aussi dans une affection particulière, cardiaque. Je ne parle pas des causes aujourd'hui, parce que vous ne retiendriez que ça et pas le reste, mais vous le reverrez ça en détail avec nos collègues pneumologues. Vous allez analyser la fréquence respiratoire. Alors, pour la fréquence respiratoire, 2 possibilités. C'est pas du tout « Madame, surtout vous respirez normalement, je compte la respiration, madame, on y va maintenant ». Là, c'est évident que le renseignement est nul. Hein. Donc, vous regardez votre montre, et soit vous avez une ampliation thoracique suffisante pour que vous soyez sûr à chaque fois qu'il y a une prise d'air, et donc là, vous comptez la fréquence ventilatoire. Sinon, sans dire au malade ce que vous faites, vous mettez la main sur le thorax, et là, vous allez sentir les mouvements de la paroi du thorax, et là, vous allez pouvoir quantifier la fréquence respiratoire. Vous allez écouter s'il n'y a pas un bruit respiratoire audible dans la pièce, dans le cas d'un asthme, des sibilants importants, ou un stridor, un bruit laryngé. Bref, vous allez écouter. Hein, dans certaines infections de l'enfant, vous pouvez avoir, en cas de laryngite, des bruits comme ça. Hein, aux urgences, quand vous entendez ça, c'est pas bon. On n'est pas très content, on n'est pas très tranquille non plus. Hein. Faut surtout pas allonger le malade. Hein. Donc en gros, faites attention à ces choses-là. Palpez les mouvements thoraciques. Par exemple, un malade qui a une insuffisance respiratoire évoluée, vous apprendrez ça. Vous l'examinez torse nu, assis au bord de son lit, vous allez voir quoi? Vous allez voir les petits muscles entre les côtes qui tirent les côtes vers le haut. Vous allez voir les sternocléidomastoïdiens ici qui bossent comme des fous. Vous allez avoir les trapèzes, les sternocléidomastoïdiens en avant, les trapèzes en arrière, qui vont être contractés en permanence. Pourquoi? Ce sont des muscles inspirateurs accessoires. Le malade est insuffisant respiratoire chronique, son diaphragme ne fait plus assez le boulot. Il utilise tous ses autres muscles, et ça, vous le voyez à l'inspection du malade. Et puis, bien entendu, eh bien, vous allez percuter les poumons, voir s'il y a une matité ou au contraire une sonorité, et ausculter les bruits respiratoires. Donc tout ça pour vous dire qu'un insuffisant respiratoire, un examen pneumologique, ça se fait torse nu, en soutien-gorge, chez la femme. Alors ici, des gestes essentiels. À gauche, ce qui est important, vous verrez, on a toujours peur de taper, hein, de faire la percussion. Il faut percuter en fait ses doigts. Pour la percussion thoracique, on peut percuter éventuellement directement la paroi, et on apprend à le faire, que ce soit bien sonore, bien net. Au début, on a peur de taper, et puis en fait, on voit que ça se fait très bien. Et puis l'auscultation pulmonaire, c'est quelque chose qui doit être consciencieux, et je dirais, là encore, on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est-à-dire, si vous écoutez seulement les basses pulmonaires, peut-être ça va être éventuellement normal, mais si le malade vient pour 40 de température aux urgences, pourquoi est-ce qu'il aurait une pneumopathie là? Pourquoi il ne l'aurait pas là ou là? Il n'y a pas comme ça la pneumopathie qui va que à la base derrière. Donc il faut ausculter tous les champs pulmonaires, et là vous allez vous apercevoir que quelquefois le malade a un foyer de crépitant axillaire ou antérieur qui vous permet de poser le diagnostic. Voilà le fameux hippocratisme digital. Hein, alors il y a un doigt qui manque, mais ça n'a pas de rapport. Hein. Et cet hippocratisme digital, c'est des doigts en baguette de tambour, hein, avec un bombement des ongles. Vous apprendrez ça en verre de montre. Et c'est important parce que c'est un tiroir à très peu de diagnostics. Il y a des signes sémiologiques qui sont très intéressants parce qu'ils débouchent sur un arbre diagnostique restreint de 4-5 maladies. Et ça vaut cher en médecine parce que ça vous aide énormément. Donc vous avez fait en gros le thorax, et vous allez vous descendre vers l'abdomen. Alors, vous allez descendre vers l'abdomen, mais là encore, on revient à la même chose, c'est que ça commence par l'inspection, et l'inspection de la bouche, des lèvres, et l'examen digestif commence par un examen endobuccal ou finit par un examen endobuccal parce que, il y a des maladies digestives qui vont toucher, par exemple, la cavité pharyngée. Hein, il y a des maladies qui se caractérisent, par exemple, par des aftes à répétition. Donc, l'examen de la bouche fait partie de l'examen digestif. Les lèvres, la recherche d'un ictère, hein, donc d'une accumulation de bilirubine au niveau de la peau, vous apprendrez ça, qui peut être éventuellement responsable de prurite. Et puis,
et c'est là que j'en viens, c'est les angiomes stellaires, ce dont je vous ai parlé, qui donnent un élément diagnostique très important. Et vous allez avoir, chez un malade qui a une maladie du foie, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de modifications des téguments. Vous allez avoir la paume des mains un petit peu rouge, des ongles blancs. Vous avez la lunule normalement qui est un peu plus blanche et puis l'ongle qui est rose. Eh bien, les ongles vont être plus blancs chez les sujets qui ont en fait une maladie chronique du foie. Et puis, vous allez inspecter la paroi, regarder s'il y a des cicatrices. Il y a des gens qui vous disent « Je n'ai jamais été opéré, docteur. Le malade se déshabille. En gros, il y a quasiment Zorro marqué sur le ventre. Hein » Donc il a eu « Ah oui, mais j'avais oublié, docteur, on m'a retiré la vésicule. » Et puis, en fait, ça avait été compliqué parce que j'avais une infection grave, donc ils ont ouvert tout ça. Mais c'est bon, hein, c'est pas un problème aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est important parce que si ce malade vient pour une constipation, un trouble du transit, eh bien peut-être qu'il a des petites brides, c'est-à-dire des anses intestinales qui basculent sur des cordons fibreux tendus sous forme en fait de cicatrisation anormalement, je dirais, exubérante, qui vont gêner le fonctionnement du tube digestif et qui peuvent un jour donner un syndrome occlusif, par exemple. Hein. L'existence d'une distension abdominale, la palpation de l'abdomen, très importante, et ça se fait au mieux chez un malade qui est en décubitus dorsal, donc bien allongé, les bras le long du corps, les jambes demi-fléchies, parce que les grands droits dans cette situation, les muscles de l'abdomen vont être relâchés, et vous allez pouvoir palper vraiment l'abdomen. On peut percuter, en particulier la percussion permet de mesurer la hauteur du foie. Il ne faut pas oublier que ça peut s'ausculter, un abdomen, hein, d'abord pour voir s'il y a des bruits hydro-aériques qui attestent qu'il y a de l'air dans les intestins et qui font leur boulot. Et puis, quelquefois, vous avez un anévrisme de l'aorte ou des choses comme ça qui peuvent souffler de façon plus rare. Et puis, n'oubliez pas que les touchés pelviens font partie de l'examen clinique. Et en l'occurrence, je n'ai pas mis dans cette liste l'examen urogénital, mais j'aurais dû le mettre. Hein, mais en tout cas, le toucher rectal fait partie de l'examen clinique. Et donc, on a tendance à le faire de moins en moins, mais c'est quand même un élément diagnostique très important, en particulier chez quelqu'un de constipé. Hein. Je veux dire, le nombre de sujets âgés qui rentrent à l'hôpital pour une distension abdominale, un syndrome éventuellement occlusif et qui ont en fait un fécalome, c'est-à-dire des matières fécales dures accumulées dans l'ampoule rectale. Si vous ne faites pas le toucher rectal, vous allez partir sur des choses compliquées alors qu'on est dans la pathologie très simple et qu'un lavement et tout ça, c'est réglé. Hein. Alors, vous voyez un abdomen distendu, hein, avec des vergetures et puis des petites ectasies veineuses, mais on ne les voit pas bien. Là, j'ai peur qu'il y ait un peu trop de lumière. Là, vous voyez toujours ces lacis veineux qui sont des éléments de circulation veineuse collatérale parce que la circulation veineuse classique ne marche pas bien. Et puis, vous avez un effacement de l'ombilic avec un aspect de début de hernie ombilicale. Hein, vous pouvez avoir après des anses intestinales qui vont sortir à l'endroit de l'ombilic s'il y a, par exemple, de l'eau dans le ventre, une ascite importante. Et puis là, c'est une aile d'un nez, hein, donc c'est cette zone-là chez quelqu'un, grossie. Et vous voyez en fait un angiome stellaire, c'est tout petit en fait, et quand vous appuyez dessus au milieu, eh bien ça disparaît. Et puis quand vous enlevez votre appui, eh bien ça se revascularise du centre vers la périphérie. Et ces angiomes stellaires sont très importants parce qu'ils vous font faire le diagnostic de probable insuffisance hépatocellulaire. Insuffisance hépatocellulaire dans le cadre en fait le plus souvent d'une cirrhose. Et donc, si vous avez un patient chez qui vous arrivez à retrouver qui consomme pas mal de boissons alcoolisées, le fait de trouver des angiomes stellaires vous oriente éventuellement vers une cirrhose sous-jacente. Donc, l'examen génito-urinaire qui suit, hein, palper les organes génitaux externes, rechercher un globe vésical, effectuer des touchés pelviens. En gros, vous devez entendre parler du fait qu'on a des difficultés à dépister chez l'homme le cancer du testicule. Hein. Alors vous verrez, tous les garçons, je pense, de l'amphi, un jour vont se demander s'ils ont le cancer du testicule, parce que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on en entend tellement parler à un moment, on dit « mais alors c'est si sournois que ça ».
Mais oui, c'est assez sournois, et comme personne n'en parle, et qu'un gamin, par exemple, hésite à dire à ses parents « j'ai un problème aux testicules hein », et que les parents, ils ne vont pas non plus demander au gamin « montre-moi tes testicules hein », et ben on se trouve dans une situation où le gamin, il a une grosse couille, et puis il attend. Et il attend, il se dit « ça va rentrer dans l'ordre », puis il n'ose pas le dire. Et puis, comme ça, j'ai vu des patients qui arrivaient avec une fistulisation à la peau, ou des situations vraiment de métastase, de cancer du testicule. Et donc, à un moment, quand vous commencez à vous poser la question, par exemple, un malade a des adénopathies profondes, il a un nodule à la radio de thorax, il y a des choses comme ça, vous vous posez la question d'un primitif qui donnerait une métastase, palpez les testicules, et puis vous posez la question, il n'y a pas de problème, et puis volontiers, il faut faire l'examen, parce que à un moment, c'est en faisant l'examen que vous pourrez être complètement sûr que c'est normal. La recherche d'un globe vésical. Vous allez voir, c'est encore arrivé il y a très peu de temps à mon interne. On transfère un malade dans un autre service. Il commence par poser une sonde urinaire pour le globe vésical. Ça la fout mal. Ça la fout mal. Globalement, on examine le malade et il y a une espèce de matité à convexité supérieure au-dessus du pubis. C'est-à-dire quand on tape, c'est mat. Puis d'ailleurs, quand on regarde la tête du malade, elle se tord parce que ça fait super mal, parce que c'est très douloureux de ne pas pouvoir pisser. Et donc, on se trouve dans une situation où si on ne pense pas au globe vésical, eh bien, le malade il va être agité, confus, il va poser des tas de problèmes qui ne sont pas a priori en rapport avec le globe, mais seulement avec le fait que quand on a un globe vésical et qu'on est très douloureux, qu'on est agité dans ce contexte, eh bien, la présentation clinique n'est pas du tout « je ne peux pas pisser docteur », d'autant plus que souvent il y a un peu d'urine qui sort quand même par regorgement. Et donc, le toucher rectal, par exemple, permet de palper que, il y a quelque chose de pas normal. Il y a une vessie énorme, absolument énorme au toucher. Et puis, en suspubien, on peut faire également le diagnostic. Je rappelle que la palpation des seins fait partie de l'examen clinique chez la femme. Et donc, toutes les femmes qui n'ont pas un suivi gynécologique régulier, et il y en a d'autant plus qu'elles sont âgées, quand elles sont hospitalisées, on leur palpe les seins parce qu'il faut être sûr et dépister éventuellement un nodule qui ne serait pas connu. Alors on arrive au système nerveux. Alors le système nerveux, globalement, vous allez voir, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans votre carnet d'objectifs, il y a peu d'objectifs neurologiques. C'est fait exprès. C'est pas parce que on pense que c'est pas important, au contraire, mais c'est parce qu'il ne faut pas mettre les objectifs trop hauts. Il faut au départ se donner un certain nombre de bases, et vous verrez que l'examen clinique neurologique est quelque chose de complexe et difficile. Donc globalement, ça commence toujours par l'examen des fonctions supérieures, puisque vous êtes dans l'interrogatoire habituellement avant l'examen physique. Et puis, vous allez regarder éventuellement s'il y a des mouvements anormaux. Par exemple, je vous en fais un. Qu'est-ce qu'il a ? Les malades qui prennent des neuroleptiques au long cours ont volontiers des dyskinésies, c'est-à-dire des mouvements qui ne sont pas forcément des mouvements buccaux comme ça, mais qui peuvent être des mouvements de rotation du bassin, par exemple. Donc le malade marche, mais il a une petite rotation du bassin comme ça. Alors on se dit, mais bizarre. En fait, le malade ne fait pas exprès. Il a des mouvements qui sont involontaires. Il a pris des neuroleptiques pendant longtemps. Il a un mouvement anormal. Vous dites, il fait un peu de salsa, là, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est très difficile de faire partir ces mouvements. Et même si on arrête le médicament neurotrope, eh bien, le mouvement anormal peut persister, et ça pendant des années. Et ça, donc, c'est quelque chose que vous aurez à l'inspection. Et puis, vous allez ensuite effectuer un examen qui va être soit par voie, mais là, vous allez voir, vous allez y passer des heures. Et donc, on essaye quand même de faire un examen qui va de haut en bas ou de bas en haut et qui prendrait en compte en fait l'ensemble des grandes voies à explorer. Donc on regarde les nerfs crâniens. N'oubliez pas que les nerfs crâniens, ça passe par les paires de la base, et donc l'ouverture de la bouche, le voile du palais, etc., la protraction de la langue, le cou, avec éventuellement l'appréciation d'une éventuelle raideur, et puis les réflexes de l'abdomen, les réflexes cutanés abdominaux que vous pouvez rechercher. Et puis vous allez examiner les membres, le tonus, la force musculaire, la capacité à coordonner les mouvements du membre supérieur, du membre inférieur, qui par exemple peut être altéré dans un syndrome cérébelleux,
hein. Éventuellement des atrophies, amyotrophies, par exemple un membre sous-utilisé. L'exemple typique, quand on met un plâtre cruropédieux à quelqu'un, un champion de ski, quand il retire le plâtre, il a une guibole comme ça, et puis de l'autre côté, une jambe bien musclée. Et donc ça, c'est juste de la sous-utilisation. Mais si vous avez une pathologie neurologique, le muscle ne va plus avoir de commande, et vous allez avoir aussi une amyotrophie dans le territoire correspondant. Et donc, il faut regarder bien le patient et voir s'il y a des zones d'atrophie, analyser les réflexes, et ça vous l'apprendrez, et les propriétés de tous les réflexes, la sensibilité, et puis donc vous ferez les grands syndromes, le syndrome pyramidal, le syndrome extra-pyramidal, cérébelleux, etc. Vous apprendrez ça. C'est à votre programme de D1, mais dès cette année, si vous pouvez faire un tout petit peu d'examen neurologique, eh bien, comme c'est un examen difficile, ça vous fera, je pense, le plus grand bien. Alors, je vous montre un signe qui est le signe le plus important en neurologie, qui est le signe de Babinski. Alors là, je vous le montre avec le manche d'un marteau à réflexe, mais c'est pas bien. En fait, il faudrait le faire avec un abaisse-langue coupé en deux. Surtout pas avec quelque chose que vous allez utiliser en fait chez tous les malades, parce que vous pouvez transmettre eh bien, une pathologie de l'un à l'autre, notamment un champignon, des choses comme ça. Et puis bien sûr, autrefois, il était fait éventuellement avec une épingle, par exemple, comme ça. Hein, une épingle, vous imaginez, Monsieur Truc a l'hépatite C, hop, on fait avec l'épingle, et puis après on va faire aux autres, hein, vous imaginez. Donc, prenez un abaisse-langue, coupez-le en deux, faites le signe de Babinski, et donc vous frottez le bord externe du pied. Et ce bord externe du pied, lorsque vous le frottez, soit ça n'entraîne aucune réaction des orteils, soit une réaction qui est en flexion. Et ça, c'est donc un réflexe cutané plantaire en flexion. Et puis, vous avez des cas, et vous l'avez sur la droite, où frotter le bord externe du pied va entraîner une extension lente et majestueuse du gros orteil. Alors, vous voyez, vous vous marrez là. C'est vachement important. C'est très important. Et vous verrez que quand ça vous arrivera, que vous serez en train de gratter le pied de votre malade, et vous aurez ça, c'est vraiment lent, alors que vous grattez assez rapidement, éventuellement, ben non, c'est lent et c'est majestueux, c'est-à-dire que c'est progressif et c'est vraiment un gros orteil qui se lève, quoi. Hein, avec les autres orteils en éventail. Tac. Alors ça, c'est un signe clinique qui a énormément de valeur. Énormément de valeur. Et donc, ça va enclencher un certain nombre de recherches. Par exemple, si vous avez un malade qui a ça et dont vous suspectez qu'il puisse avoir une métastase vertébrale, par exemple, ça veut dire qu'il est peut-être en train de comprimer sa moelle épinière. Et donc, si vous ne prenez pas de précautions, le malade, vous ne mettez pas de corset, vous n'allez pas faire en urgence un scanner et essayer d'immobiliser la vertèbre qui est lésée, et le lendemain, peut-être éventuellement, le malade ne bougera plus du tout ses pieds. Il aura une paraplégie parce qu'il aura complété la compression médulaire qui était annoncée par le signe de Babinski qui traduisait une atteinte de la voie pyramidale. Donc c'est des signes extrêmement importants et vous verrez qu'en neuro, il y a des choses comme ça, il faut vraiment les apprendre. Et Monsieur Babinski, j'ai le truc original, ça prend une demi-page, la description sémiologique du signe de Babinski. Quand on mesure les répercussions que ça a eues, c'est quand même très très important. Alors là, c'est le diapason. Hein. Vous cognez le diapason, ça fait bzzz à l'intérieur, et vous posez ça sur une structure osseuse. Et le malade qui a un trouble de la sensibilité profonde ne va pas sentir les vibrations. Et celui qui a une sensibilité profonde normale va sentir les vibrations. Alors après, on a l'habitude de faire comme ça, mais en fait, on cogne un tout petit peu son doigt, pas l'appareil, et puis on met le truc, et comme ça, on peut voir si le malade sent ou ne sent pas, et on arrive à détecter des troubles proprioceptifs. C'est quelque chose de très important, notamment, bien sûr, en neurologie. Alors, il y a le système ostéo-articulaire. Alors, globalement, en ostéo-articulaire, il y a axial, périphérique. Axial, la colonne. Périphérique, le reste. Donc, vous allez analyser la carrure de votre patient, la posture. Hein, et puis, vous allez commencer par la mobilité axiale et l'examen des vertèbres. Et puis, vous allez arriver aux articulations périphériques. Alors, quelques exemples. Là, vous avez en fait une gibbosité. Hein.
une gibbosité correspondant aux conséquences d'une scoliose. Une scoliose, c'est quoi? C'est une déviation de la colonne vertébrale dans deux axes. Il y a à la fois une anomalie dans le sens vertical, mais il y a aussi une rotation des vertèbres les unes sur les autres. Donc vous avez des vertèbres qui ne sont plus les unes au-dessus des autres exactement et qui en plus sont tournées. Et ça peut avoir des conséquences éventuellement importantes. Et donc à l'examen clinique, éventuellement à l'inspection, c'est évident. Mais si ça n'est pas évident, eh bien vous avez un patient qui est torse nu et que vous faites se pencher en avant. Et là, vous allez voir si ça part comme ça et si vous avez non seulement cette désaxation et éventuellement cette rotation qui fera que les épineuses n'apparaîtront plus les unes derrière les autres. Alors, il y a des attitudes scoliotiques, par exemple. Là, le malade, on a l'impression qu'il a la colonne vertébrale déviée, mais il n'y a pas de rotation des vertèbres les unes sur les autres. Donc vous apprendrez ça. Alors, dans les polychinelles, les thorax de polychinelle qu'on voit, par exemple, quelquefois des personnes que vous pouvez apercevoir à un endroit, je ne sais pas, éventuellement même des sans domicile fixe avec des déformations, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des scolioses de l'enfant qui n'ont jamais été prises en charge. Il y en a qui ont fait des tuberculoses au niveau des vertèbres dorsales ou du cou et qui ont fait des déformations importantes du thorax là-dessus. Il y en a qui ont en plus éventuellement une ostéoporose avec des tassements vertébraux multiples, mais ça peut aboutir à des déformations du thorax importantes, avec quelquefois cette espèce de bosse dans le dos qui peut être très spectaculaire. Alors les articulations périphériques, je passe les détails, mais à un moment, chaque articulation doit être mobilisée en rotation, en abduction, adduction, etc. Ça, vous apprendrez ça. Et puis à un moment, il faut appuyer sur l'articulation pour voir si on déclenche des douleurs. Parce que si le malade a une pathologie inflammatoire, eh bien, si vous n'appuyez pas dessus, vous n'arriverez pas à savoir s'il y a une inflammation active au niveau de cette articulation. Alors après, vous avez le système lymphatique. Alors vous allez d'abord rechercher une anémie. Donc là, c'est une pâleur cutanée avec une pâleur des muqueuses. En particulier, on aime bien regarder la muqueuse donc conjonctivale du patient. La conjonctive peut être très pâle et ça donne un reflet en gros du taux d'hémoglobine. Et puis, on va rechercher dans le cadre finalement d'une anomalie, par exemple des plaquettes qui peuvent être très basses, eh bien un purpura, qui est un aspect érythémateux, donc rouge de la peau, mais qui ne disparaît pas quand on appuie dessus. Et puis, on va rechercher des adénopathies et une augmentation de volume de la rate, une splénomégalie. Alors de plus en plus, on voit des médecins vous dire alors ce malade a une grosse rate à l'échographie qui fait temps sur temps sur temps en centimètres. Et l'élément important, si elle est juste un tout petit peu au-dessus de la normale mais qu'on la palpe pas cliniquement, ça a beaucoup moins de valeur que s'il y a une splénomégalie clinique. Donc c'est très très important, on ne palpe pas une rate normale. Et donc si vous palpez la rate en fin d'inspiration, finalement, en mettant la main postérieure sous le grille costal à gauche, eh bien c'est un renseignement très très important. Alors vous avez ici du purpura, j'aurais pu vous en mettre des caisses, mais là c'est un purpura en fait à gauche, c'est donc situé sous le pied, donc c'est des zones où vous allez appuyer et donc on va rester avec une zone violacée et ça. Je dirais, il y a des étiologies multiples. Ça peut aller d'une baisse des plaquettes à toutes les anomalies de la paroi des vaisseaux. À droite, il s'agit d'un patient que je suivais qui avait une décompensation cardiaque, des édèmes des membres inférieurs, etc. Mais qui avait aussi des vaisseaux très fragiles avec des corticoïdes et puis qui a eu des plaquettes basses et donc il avait des zones comme ça de purpura multiples. Et puis, vous verrez que c'est difficile. Eh bien, il faut palper les aires ganglionnaires. Alors là, il y a un petit bonhomme qu'on tamponne et on palpe les différentes aires ganglionnaires. Et ces aires ganglionnaires, vous verrez qu'il faut être très méticuleux, en particulier au niveau cervical. Ça, je vous ai tiré le schéma d'un chapitre de livre que j'avais écrit. Et juste, vous voyez que vous avez devant l'oreille une adénopathie. C'est l'adénopathie prétragienne. Et ça, si vous ne palpez pas, vous ne le saurez pas si elle est là. Il y a une adénopathie qui est à la racine du cuir chevelu. Elle, c'est l'adénopathie occipitale. D'accord ? Par exemple, le malade qui a une plaie du cuir chevelu, eh bien, il va avoir une adénopathie à cet endroit-là.
Mais quelquefois, on peut avoir un lymphome et une adénopathie à cet endroit-là. Après, vous avez toute la chaîne jugulo-carotidienne, antérieure, postérieure. Et puis, vous avez des adénopathies aussi sous-angulo-maxillaire, sous-mental. Et donc, en gros, si vous ne voulez pas passer pour, disons, quelqu'un d'un peu à peu près à la visite du patron, bah, il vaut mieux aller réviser. Hein. Vous avez un patient qui a des adénopathies, il y en a un peu partout. Alors, vous pouvez dire des paquets ganglionnaires du cou. Hein. C'est pas très précis. Puis surtout, pour le suivi évolutif de ce malade, on va être dans la difficulté. Donc, il faut les décrire en les appelant par leur nom, en donner la taille, et puis éventuellement, est-ce qu'il y a des signes inflammatoires, est-ce qu'elles sont dures, est-ce qu'elles sont douloureuses, etc. Alors, vous avez une adénomégalie là qui apparaît ici, volumineuse, hein, ici et ici surtout. En fait, c'est un pli inguinal. Hein, et vous voyez ici en relief cette adénomégalie. C'est un patient qui avait en fait une tuberculose et qui avait en fait une adénite tuberculeuse, un patient africain. Et donc le diagnostic a été fait par la ponction. Hein. Ici, c'est une vraie adénomégalie, vous êtes d'accord? Hein, en fait, c'est un paquet ganglionnaire axillaire. Et là, le plus souvent, on se trouve dans une situation d'hémopathie. Donc, soit la situation est complètement chronique chez quelqu'un qui a une maladie évoluée, et par exemple ça peut être une leucémie lymphoïde chronique avec des gros paquets ganglionnaires, soit on va être dans une maladie aiguë, et là on est sur une maladie beaucoup plus agressive, par exemple un lymphome de haut grade. Bref, c'est important de faire le point. Très très important, l'examen endobuccal fait partie de l'examen des organes lymphoïdes, parce qu'il y a un truc en arrière qui s'appelle les amygdales, qui sont des organes lymphoïdes. Ça existe, les lymphomes de l'amygdale, hein, beaucoup plus fréquents les angines. Hein. Et là, vous avez un exemple d'angine avec des points blancs, mais c'est plus que des points blancs, c'est presque des fausses membranes. Et donc, c'est très important chez tous les patients que vous verrez de bien analyser l'oropharynx et de rechercher des anomalies. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on avait un immunodéprimé, qui avait fébrile à 40, etc. On ne trouvait rien. Et puis au bout d'un moment, à l'examen prolongé de l'oropharynx, on a vu apparaître une ou deux vésicules très bas situées. Et puis en fait, dans les jours qui ont suivi, il a installé en fait des vésicules sur son pharynx. Il était en train de faire une infection virale pharyngée qu'on a pu diagnostiquer précocement par un examen clinique approfondi. Donc, je vous ai déjà dit qu'on ne trouve que ce parce qu'il a, eh bien, en fait, moi, ça m'arrive régulièrement. Hein, on m'adresse un patient, ça part à gauche, ça part à droite, il y a plein de choses différentes. Eh bien, on se pose. On se pose, on relit le dossier, on refait un examen clinique absolument systématique, et puis, globalement, si le malade est comme ça depuis des années, on a le temps d'essayer de trouver quelque chose de tordu, une maladie par exemple d'origine génétique ou une maladie dégénérative dont le diagnostic est éventuellement difficile. Et puis, quelquefois, on dit toujours que le temps joue pour le médecin contre le malade, hein, donc il ne faut pas non plus jouer avec ça trop. Et donc, si on a l'impression qu'on ne peut pas se donner de temps, eh bien à ce moment-là, on reprend les choses en main, et là, on relit tout, on réexamine complètement le patient, on le réinterroge, et le plus souvent, on trouve de nouvelles pistes et on avance vers le diagnostic.